Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui en compagnie de Gabrielle Leblanc-Huard, qui est récipiendaire d'une bourse d'année pour l'année 2024. Gabrielle est doctorante en travail social à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, sous la direction de Gabrielle Fortin, qui est membre du GEPAR depuis 2023. Et puis son projet de thèse s'intitule Grandir dans la douleur, recherche qualitative, exploratoire et critique sur la transition à la vie adulte des jeunes vivant avec de la douleur chronique. Donc, Gabrielle, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire ton projet de doctorat? Oui, en fait, c'est ça, je désire faire une recherche qualitative, exploratoire et critique pour vraiment venir, en fait, voir comment les normes sociales influencent la transition à la vie adulte des jeunes qui vivent avec la douleur chronique. Donc, je désire regarder comment le parcours de vie normatif, donc les normes sociales associées au parcours de vie, et aussi comment, en fait, les étapes qu'on attend dans la société pour dire qu'un adulte est devenu un adulte sont porteuses, en fait, de capacitisme, donc de discrimination envers les personnes en situation de handicap. Et c'est ça avec mon projet, j'espère vraiment pouvoir porter la voix des jeunes adultes avec la douleur chronique pour faire reconnaître leurs besoins, puis aussi sensibiliser la population générale pour qu'ils puissent finalement devenir adultes à leur propre rythme, à leur propre manière et s'épanouir là, malgré ou peut-être grâce à finalement la persistance de leurs symptômes de douleur. C'est super. Puis, toi, c'était quoi la première motivation pour t'inscrire au troisième cycle universitaire? Il y en a plusieurs. Je vais y aller un peu plus doucement pour commencer. Donc, moi, je rêve depuis que je suis toute petite de faire des études universitaires. Donc, je comprends pas pourquoi je suis la première personne dans ma famille à aller au troisième cycle. Donc, je suis pas née dans une famille là, de professeurs d'université, par exemple. Mais quand j'avais 10 ans, je rêvais d'être docteur en histoire. Donc, c'est vraiment poursuivre un rêve pour moi. Puis, je trouvais que le travail social, finalement, me permettait de faire la recherche, donc ce que j'adore, mais au service, finalement, là, des populations qui en ont besoin, donc dans mon cas, là, des jeunes adultes avec la douleur chronique, et contribuer au changement social, finalement, par le biais de mon métier de rêve. Donc, ça, c'est la première motivation. La deuxième, ben, elle est d'ordre plus personnel. Donc, moi, je vis avec une dystonie 25. C'est une rare maladie neurologique d'origine génétique. Donc, on est, selon les articles, on sera à peu près 65 dans le monde. Fait que c'est normal que personne n'en ait jamais entendu parler. Mais c'est ça, cette maladie-là là, qui fait que je vis avec la douleur chronique depuis plus de 10 ans. Donc, la transition à la vie adulte en contexte de douleur chronique, ben, je l'ai vécue. Et je veux pas, tu sais, je cherche pas à confirmer mon expérience par le biais de la recherche, mais j'ai pu voir qu'il y a de nombreux besoins. Puis aussi dans mes cercles sociaux là, d'autres personnes qui vivent avec la maladie, je vois vraiment que c'est une étape de vie qui est importante, puis on s'y intéresse encore peu dans la recherche et dans les services aussi. Donc, c'est vraiment important pour moi de faire de la recherche là-dessus pour aider finalement les futurs jeunes adultes. Euh, Puis ben, ça me permet, oui, de faire du sens de ma propre ma propre expérience, mais aussi de sentir que je peux vraiment faire une différence, là. Donc, c'est mes principales motivations à faire mes études de doctorat. Parfait. Puis, dans ton cheminement académique, peut-être au plan plus personnel ou autre, quels étaient pour toi les principaux défis? Puis, comment t'es parvenue à les surmonter? Oui, donc ceux qui me connaissent quand même bien savent que mon principal défi, ça a été de choisir ce que je voulais faire finalement. Euh, j'ai étudié en musique classique, en histoire, en gestion publique avant de me diriger vers le travail social. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses. Puis c'est ça, hein, je pense que quand on est au troisième cycle, on est des personnes qui sont très curieuses. Puis la curiosité, c'est une magnifique qualité, mais des fois, ça peut rendre difficile le processus de déterminer, bon, là, je suis dans la bonne discipline. Mais finalement, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est vraiment de me ramener à mes valeurs personnelles, puis aussi les valeurs professionnelles que je voulais incarner. En histoire, j'aimais le défi intellectuel que ça apportait, mais ça répondait pas à à mon besoin finalement d'œuvrer pour le changement, là, le bien-être collectif. Donc, personnellement, ça m'appelait moins.
Ensuite, en gestion publique, bon, je sentais que j'avais peut-être soit dans de la recherche en management ou en sciences politiques, davantage cet ancrage concret dans la réalité. Mais je trouvais que les valeurs de justice sociale, puis l'idée de mettre l'humain au cœur de la recherche étaient moins présentes. Puis en fait, c'est en faisant la recherche en sciences politiques que j'ai pu transcrire des entretiens avec des travailleurs sociaux. Puis là, j'ai eu mon moment Eureka, mon coup de cœur. J'ai réalisé que c'était ça que je cherchais depuis tout ce temps. Et là, je me suis dirigée vers la maîtrise en travail social. Donc, faire confiance, faire confiance aux petits moments. Puis quand on sent qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place, ben de continuer, puis d'être ouvert aux opportunités qui nous sont offertes. Puis des fois, on trouve notre voie dans un détour qu'on n'avait pas attendu. Aussi, qu'est-ce qui est important? Ben, c'est de recréer des mentors. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Des fois, je trouve qu'on le dénature de son sens, mais vraiment, moi, j'ai eu deux professeurs, donc Maude Benoît, qui est professeur au département de sciences politiques à l'UQAM, pour qui j'ai travaillé au premier cycle, qui m'a vraiment aidée. Au-delà là, d'une directrice de recherche, quand j'ai eu des moments où j'avais des grosses décisions à faire, notamment de changer de discipline pour les études supérieures, elle m'a toujours épaulée, toujours supportée, donné des conseils, en fait, finalement, que j'utilise encore aujourd'hui. Puis ma directrice actuelle, Gabrielle Fortin, qui est là pour me supporter, puis qui est aussi vraiment importante quand j'ai des moments de doute. Donc, c'est ça. Rester ouvert aux opportunités, puis deux, bien s'entourer, non seulement de personnes qui, oui, ont une renommée académique, mais aussi des personnes qui peuvent nous accompagner sur le plan humain. À mon avis, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, rapidement, pour tous les étudiants en situation de handicap, je pense que c'est la même chose, mais le défi de la gestion, conciliation, études, vie personnelle et maladie. Donc, c'est toujours un bon défi, mais encore une fois, avoir des personnes compréhensives autour de nous, c'est vraiment la clé. D'avoir des personnes qui sont capables de nous pousser quand on a envie et quand on en a la capacité, mais d'accepter aussi qu'on puisse ralentir dans certains moments. Mais je suis encore en train de me débrouiller à comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, j'ai pas encore beaucoup de conseils ou de moyens pour surmonter ces défis-là à donner. C'est vraiment inspirant, tout ton parcours qui est vraiment atypique, mais aussi tout ton discours de comment tu es parvenu à suivre ta propre voie, en fait, puis de rester motivé là-dedans. C'est vraiment intéressant. Puis je me demandais maintenant au niveau des bourses, félicitations encore pour ta bourse d'année. Je me demandais si tu n'avais pas des conseils, des astuces à partager aux étudiants qui vont se lancer dans les demandes de bourse pour la prochaine année. Oui, j'en ai plusieurs. Ben, premièrement, l'humilité, c'est une belle qualité dans la vie, mais pas dans les demandes de bourse. Donc, vraiment, euh, en recherche, souvent, on n'aime pas ça se vendre, mais là, c'est important. C'est important de montrer ce qu'on est capable de faire. Puis, tu sais, au cycle supérieur, on est souvent entouré de personnes qui ont des parcours aussi très inspirants, très impressionnants. On a souvent l'impression que finalement, ce qu'on fait, c'est pas si important que ça. Mais quand on rédige nos demandes de bourse, ben, c'est vraiment finalement de créer une histoire où tout ce qu'on fait s'embrique ensemble, puis créer finalement un parcours d'études qui, justement, comme tu disais, dit aux réviseurs qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis pourquoi on est là. À mon avis, c'est important. Puis de ne pas avoir peur, justement, de mettre ce qu'on a fait, puis de souligner l'importance aussi de ce qu'on a fait. Aussi, demandez-les toutes. Ça peut être difficile d'avoir plusieurs refus, puis des refus, on en a. Mais moi, je pensais jamais pouvoir obtenir la bourse Vanier, mais je me suis dit, bon, je vais la faire, puis ça va me faire avancer sur mon projet de toute manière. Donc, c'est rien de perdu. Puis finalement,
contre toute attente. Je l'ai eu à ma première année de demande, mais c'est important. Puis aussi, ben, c'est des compétences, savoir rédiger des demandes de bourse. Donc, plus on en fait, plus on est susceptible d'avoir une demande qui est acceptée. Puis des fois, ben, la première année, on va être accepté comme demi-finaliste, mais sur notre CV, ben, l'année d'après, ça nous aide peut-être à passer l'autre cap. Donc, faites-les toutes. Puis, ben oui, il faut composer des fois avec des réponses négatives, mais ça, finalement, ça nous apprend des choses aussi. Puis, mon dernier conseil, ben, c'est on est quand même dans un milieu de recherche qui a certaines normes. Donc, je ne rentrerai pas dans des débats d'épistémologie, mais il y a quand même certains projets qui sont plus acceptés, disons, mais ayez pas peur de proposer des projets originaux. Puis de mettre de l'avant votre parcours atypique. Donc, tu sais, moi, je fais de la recherche en posture située en santé. Donc, je suis interne à ma propre population. C'est encore peu fréquent. Puis, je suis toujours un peu l'extraterrestre là, dans les congrès où je suis. Mais dans mon cas, ça a payé. Donc, c'est sûr que des fois, c'est un coup de dé en fonction du comité qui évalue la demande, mais je pense que n'ayez pas peur. Si c'est vraiment qui vous êtes puis ce que vous avez envie de faire, allez-y, foncez. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de place pour ce type de recherche-là qui sort des sentiers battus. Donc, ça serait mes conseils. Super, merci. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets futurs en lien avec ton projet de recherche? Oui, donc, ben, finir mon doctorat. C'est déjà un bon projet. Mais en dehors de ça, ben, j'ai nommé là, que je fais de la recherche avec mon posture située en santé. Et plus j'en parle, plus je réalise que je suis pas la seule. On est quand même quelques personnes, mais souvent on a l'impression qu'on est les premiers à faire ce qu'on fait ou qu'il y a vraiment personne d'autre qui sont dans nos domaines. Mais c'est ça, il y a quand même quelques personnes. Donc, je travaille actuellement à bâtir une communauté finalement de patients-chercheurs pour qu'on puisse échanger, partager sur nos défis, parce que c'est sûr que, surtout en recherche qualitative, ben, quand on va faire nos entretiens, ça active des expériences personnelles, donc c'est plus difficile de rester dans une posture d'empathie. La sympathie, arrive très rapidement, donc pour pouvoir finalement qu'on puisse se supporter là-dedans, puis aussi tranquillement, pas vite, contribuer à ce qu'on fasse notre place là, dans le milieu académique. Aussi, ben, je continue, ça a toujours été très important dans mon parcours, mais je continue à faire beaucoup d'événements de vulgarisation scientifique. Je pense que c'est important, justement, dans ma mission de sensibiliser les gens à la réalité des jeunes qui ont de la douleur chronique, de continuer à véhiculer ce message-là, que c'est pas vrai que parce qu'on est jeune, on peut pas être malade. Donc, je continue dans cette voie-là. Et finalement, ça, c'est un projet qui est très cher à mon cœur. Actuellement, au Québec, il y a peu de ressources, voire pas de ressources spécialisées pour les jeunes adultes qui ont de la douleur chronique. Alors que, bon, c'est de définir son plan de vie, commencer ses études, décider si on va avoir une famille ou pas. C'est une période de vie qui est très charnière, puis où les personnes ont des besoins uniques que les adultes d'âge moyen n'ont pas nécessairement. Donc, je travaille présentement avec une collègue là, qui est étudiante au doctorat en psychologie, Catherine Côté, avec l'Association québécoise de douleurs chroniques pour créer un groupe d'entraide virtuelle destiné aux jeunes adultes. Donc, pour qu'on puisse discuter finalement des enjeux qui nous sont propres, puis s'offrir là, du soutien les uns les autres. Donc, voici, c'est ça pour mes projets en dehors là, du doctorat plus classique. Parfait, ben, bonne continuation, puis félicitations encore et bonne suite. Merci beaucoup. Merci à toi.